Bonjour chères auditrices et auditeurs, je suis Sabrina. Je suis Vanessa. Et nous avons créé ensemble le Cercle des Meufs qui Osent. Un espace de dialogue où nos invités vous donnent des conseils pour oser être soi-même, oser franchir les obstacles. Ce podcast est enregistré dans les locaux de la Fondation des femmes avec qui nous sommes en partenariat. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Séverine Guyot. Séverine Guyot, on est ravis de t'avoir ici dans nos locaux, Séverine. Bonjour, merci les filles pour l'invitation, merci beaucoup. Bon écoute, c'est nous qui te remercions parce qu'on sait que tu fais un petit aller-retour pour nous et ça nous fait vraiment plaisir. C'est avec grand plaisir. Très gentil. Alors, Vanessa. Séverine, si tu nous permets, on va faire une petite introduction de qui tu es, ta vie, ton œuvre, en quelques mots. Avec grand plaisir. Et après, on va te poser quelques petites questions sur l'entrepreneuriat, comment tu le vis, comment tu t'es développée au travers de tout ça. Mais avant tout, pour commencer, qui est Séverine Guyot ? Séverine Guyot, fille d'agriculteur, près d'Avignon, rien ne te prédestinait à embrasser la danse et surtout le milieu du hip-hop. Tu as commencé à prendre des cours de danse, mais très vite, tu as voulu transmettre tout en te nourrissant de tout ce que tu pouvais voir à la télé, mais aussi dans des événements de danse où tu te rendais. Tu as fait tes armes toute seule et tu t'es imposée dans ce milieu si masculin avec une discipline, le waking. J'espère que je le prononce bien. C'est walking. Walking. Ben voilà. Walking. C'est bien. Qui est un style de danse, une danse d'expression dérivée du hip-hop. Tu es devenue directrice de ton propre studio au Pontet près d'Avignon. Gagné plusieurs fois les championnats de France de hip-hop avec Be Proud, le nom de ton blaze a été en quart de finale des championnats de monde du HHI, qui est le hip-hop international. C'est ça, aux États-Unis. Aux États-Unis. Mais c'était demi-finale, pas quart. Oui, Okay, bon, demi-finale. C'est une étape en plus. On t'a uppé, tu vois. À Las Vegas et à Phoenix. Et finaliste de l'émission Incroyable Talent sur M6. Tes proches disent de toi que tu as une détermination à toute épreuve, mais aussi une vraie sensibilité que tu caches sous une carapace. Et le mot qui revient pour te qualifier, c'est aide. Tu aides sans compter et sans prétention. Toi aussi, tu es doté d'une curiosité qui te pousse à te dépasser. Une incroyable pédagogie qui t'a justement amené avec tes danseurs sur les plus grands podiums. Et ça, on aimerait bien que tu nous racontes un peu comment tu as construit ça, comment tu as développé ça. Donc nous, au Cercle des Meufs qui Osent, nous voulions t'inviter tout d'abord pour te dire à quel point on est admiratif de ton parcours. Mais aussi pour savoir si justement la pédagogie que tu emploies auprès de tes élèves, eh bien, il y a des enseignements, des tips, des outils que tu peux transposer, que nous pourrions transposer, que nos auditeurs ou auditrices pourraient transposer dans l'entrepreneuriat. Donc, merci à toi encore d'avoir accepté notre invitation. Et première question pour toi, avec tout ce que tu as bâti dans ta pédagogie, en tant qu'entrepreneuse, qu'est-ce que tu retiens le plus ? Qu'est-ce qui t'a le plus drivé ? Qu'est-ce qui t'a nourri ? Ok, déjà, merci pour la présentation. C'est une surprise, je ne m'attendais pas à ce petit portrait. Mais je suis allée chercher dans tes proches. Hein. Oui, j'ai téléphoné, j'ai eu des petits... Trop bien, merci, ça me touche beaucoup parce que des fois, on n'a pas le recul de ce qu'on a été. Voilà, on est la tête dans le guidon, on avance et voilà. Et je tiens à les gens que j'ai interrogés, le maître mot, ça a été aide qui est revenu. Ok. Voilà, donc tu es bien entourée. Merci à ceux qui t'ont répondu en tout cas. Voilà. Du coup, tu peux me reposer la question, Vanessa, s'il te plaît. Donc la question, en fait, c'est tu as développé une pédagogie. Oui. Peut-être en dire quelques mots déjà, Oui. nous expliquer ce que tu as construit et qu'est-ce qu'on peut transposer à l'entrepreneuriat. Donc ce sera la deuxième question. Donc la première, c'est qu'est-ce que tu as construit comme pédagogie qui t'a amené et que tu transmets à tes élèves. Oui. En fait, ma pédagogie, elle vient de ce que tu as dit, c'est-à-dire de la totale... j'ai été livrée à moi-même par rapport au hip-hop. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre des cours de danse dans un village simple, comme la plupart des provinciaux font, avec une professeure qui était formidable. Voilà, mais c'était des cours de danse classique qui n'étaient pas poussés. Ensuite, j'ai fait de modern jazz. Pareil, c'était vraiment de l'amateur avec le spectacle de fin d'année. Jusqu'à ma rencontre du hip-hop. J'ai rencontré le hip-hop d'abord par rapport à la culture rap. Donc, c'était d'abord dans le rap.
parce que mon meilleur ami m'a mis un pied dans la musique rap. Et du coup, grâce à ça, je me suis vraiment imprégnée et j'ai commencé à faire de la danse hip-hop. Je vous parle de ça parce que c'est important de comprendre qu'en province, il n'y avait pas de cours de danse hip-hop et encore moins de culture hip-hop. C'était vraiment... voilà, il fallait se chercher les uns les autres pour savoir où étaient les gens qui pratiquaient la danse hip-hop. Et voilà, surtout dans les années 2000. Et du coup, j'ai commencé à prendre des stages quand je pouvais, d'accord, quand il y avait des stages. Et une fois que j'avais pris un stage, je donnais ce stage à mes élèves. Parce que ma prof de jazz m'avait demandé de la remplacer. Donc souvent je la remplaçais, mais moi je donnais pas des cours de jazz parce que j'étais pas super forte en jazz. Je faisais un peu mélanger avec le hip-hop. Du coup, quand j'avais appris un step, ou tout ce que j'avais appris dans le stage, je le redonnais. Et je le redonnais dans les cours de jazz. Et du coup, les gens m'ont dit, est-ce que tu voudrais pas donner des cours de hip-hop? Sauf que je n'avais pas de contenu. Si ce n'est ce que j'apprenais dans les stages, il y a Internet, il faut savoir qu'il n'y avait pas YouTube. Donc c'était compliqué d'apprendre. Après, on avait des fois des cassettes vidéo qui nous arrivaient. Donc on apprenait sur des cassettes vidéo, notamment, je me rappelle, une cassette vidéo où il y avait Gemini qui parlait du locking. Voilà, donc je regardais ces cassettes vidéo, j'essayais de comprendre et de transmettre. Donc la pédale est arrivée de là. Elle est arrivée de quelqu'un qui n'a aucune... comment on pourrait dire? Qui n'a aucune... je ne me prenais pas pour quelqu'un d'autre. J'étais très simple. En fait, tu as enseigné ce que tu étais toi. Exactement. Voilà. J'étais simple. J'avais rien. J'avais pas un gros bagage. Je pensais pas avoir détenir quelque chose de fou. Parce que souvent, les pédagogues, quand ils arrivent de grandes écoles où ils ont fait de grandes formations, ils sont un peu... ils sont nourris de ça. Donc, ils ont envie de donner avec une certaine méthode. Moi, j'en avais pas. Et donc, j'ai construit ma pédagogie en toute humilité, en toujours disant, attention, j'en sais pas plus que ce que je vous donne, mais ensemble, on va faire quelque chose. Et je pense que c'est ce ensemble qui a fait ce que je suis devenue. Parce qu'après, petit à petit, ils ont pris du niveau. Moi, je continue à prendre du niveau avec eux. Il faut quand même comprendre ça. C'est que même si j'étais un peu au-dessus, je n'étais pas très, très au-dessus. Et ça ne m'a jamais complexée. Tu as toujours eu cette légitimité, en fait. Tu t'es sentie légitime à un moment. Oui. C'est ça, c'est que tu t'es imposée en disant, ben voilà. En fait, c'est les gens qui voulaient que ce soit moi qui apprenne. Parce que ce que j'allais vous dire, c'est que même si j'avais pas trop de contenu, j'avais le caractère. Et j'avais de la péda. Parce que j'étais aussi surveillante dans un lycée pendant des années. Donc, j'ai travaillé dans l'éducation nationale. Madame Housset, ma CPE, elle m'adorait. Et je voulais être CPE d'ailleurs. Donc, j'avais quand même ce rapport. J'ai passé mon BAFA, mon BAFD. Donc, j'avais ce rapport avec les jeunes qui était important. Et grâce au hip-hop, j'arrivais à accéder à eux et à la danse. Et voilà. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que comme j'étais très humble, ça a permis de construire quelque chose ensemble. Parce que ma pédagogie, elle réside là. C'est que j'ai créé une famille. Ouais. Ton maître mot, toi, c'est vraiment, en fait, de pouvoir avoir ton petit monde, en fait, avec toi. Exactement. Et voilà, qui te nourrit et que vous vous nourrissez, en fait, effectivement, transversalement. Oui, c'est surtout qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai monté une entreprise, puisque je gère mon école de danse comme une entreprise. Mais en fait, c'est pas vraiment une entreprise parce que c'est comme une famille. C'est-à-dire que c'est les élèves qui étaient élèves qui sont devenus profs. Et tout ça, c'est pas un truc familial, c'est sympa, on rigole. Non, non, c'est toujours pro. La preuve, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'on arrive quand même à gagner des championnats et à s'imposer dans la France. Et du coup, quand on arrive dans les championnats, on est une petite école du Pontet, d'Avignon. Et pourtant, on arrive aussi à faire du bon travail. Donc, en fait, voilà. Donc ça, c'est le parcours est quand même assez fou. Ce qu'on peut relever, c'est qu'effectivement, la transmission, tu l'as eu aussi par tes expériences de BAFA, à l'école, ce qui t'a permis en fait de pouvoir en fait redonner à un moment donné en danse. Tu l'as transposé en fait donc cet acquis-là au milieu de la danse. Oui, et en plus, pour moi à un moment donné, je me suis dit ton capital connaissance c'est quoi? Oui, fille d'agriculteur, ça paraît rien. Mais on se lève le matin, on travaille, les parents ne sont jamais là, ils ne sont jamais en vacances. Je suis fille unique. J'étais ou avec eux dans les terres ou avec ma mère sur les marchés. Donc la notion du travail, je l'avais. Parce qu'avoir sa propre école de danse, ce n'est pas compter ses heures. C'est du 7 jours sur 7, surtout si on veut faire de la compétition. Donc en fait, j'avais cette notion de le travail épanouissant. Parce que mes parents étaient agriculteurs, mais ils ont toujours adoré leur travail. Ça n'a jamais été pour eux une corvée d'aller travailler, surtout pas ma mère. Elle adorait son boulot, de faire les marchés, etc. Et les enfants de forains, ils sont aussi comme ça.
Et du coup, c'est ce que tu dis, Sab, j'ai transmis ce qu'on m'a appris dans ma vie, dans la danse. Mais je pense que si j'avais fait autre chose, j'aurais fait pareil. Ouais, c'est-à-dire que le travail. Mais non, c'est-à-dire aimer ce qu'on fait, bien le faire, Oui, avec être le travail. passionné, et voilà. Et là, c'est la danse parce que c'était ma passion, mais si j'avais été passionnée par autre chose, j'aurais fait la même chose. Je veux dire, j'ai pris conscience aussi que je suis passionnée plus par la transmission que des fois par la matière en elle-même. C'est vraiment, c'est mon métier me plaît, de diriger, de transmettre, d'être pédagogue, de trouver des méthodes pour faire comprendre, pour que les enfants avancent, et surtout développer chez eux une passion et du coup un investissement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens restent longtemps. C'est pas qu'ils me donnent leur cotisation à l'année. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est renouveler tous les ans les mêmes et faire un travail qui dure plus longtemps. Une transmission familiale. Et donc, ta discipline, le walking. Walking, oui. Walking. J'arrive pas à le prononcer ce mot aujourd'hui. C'est comme ça arrive. Et tu peux nous expliquer, pour ceux comme moi, enfin moi je te connais un peu donc je sais ce que tu fais, mais j'aimerais bien que tu puisses faire découvrir à ceux qui nous écoutent. À nos auditeurs, voilà, qu'est-ce qu'est le walking ? Alors le walking, c'est une danse qui s'inscrit dans la culture hip-hop, mais plus la culture clubbing. Donc je ne peux pas vous faire vraiment un descriptif de ce qu'est la culture danse hip-hop parce que je crois qu'il faudrait un deuxième podcast. Oui, c'est normal. Mais en fait, c'est une danse qui se dansait en club, donc c'est une danse freestyle plutôt. C'est pas quelque chose de chorégraphique à la base. Et ça a été transmis et c'est né dans le milieu gay dans les années 70 de la culture noire américaine, afro-américaine. Donc, du coup, c'est une danse disco qu'on appelle, puisque c'est né dans la période de musical disco. Voilà. Donc, en fait, pour faire du walking, il faut aimer représenter comme une star de cinéma, aimer se mettre en avant dans la féminité ou pas, enfin, comme on a envie d'être, en fait. Mais c'est vraiment comme une danse de caractère où on exprime la puissance, le côté star, ce qu'on appelle le glam. Voilà, donc c'est une danse qui est surtout freestyle. Moi, j'ai une petite question parce que effectivement, donc, alors tu nous as relaté le fait que tu as créé ton école, que c'est très familial, mais à côté de ça, il faut dire quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est que Séverine, elle a la légitimité aussi du monde hip-hop. Comment toi, tu t'es imposée dans ce milieu si masculin, il faut le dire, il faut le spécifier. On est à la Fondation des femmes aussi ici, donc tout ce travail-là, ben voilà. Si tu as quelque chose justement, alors il y a deux questions en une. Déjà, comment tu t'es imposée ? Et deuxièmement, quels tips tu pourrais donner à une femme qui éventuellement arrive dans un milieu masculin aussi ? Ok. Comment je me suis imposée ? Ça a été naturel. C'est parce que je pense que lorsqu'on fait du bon travail, en règle générale, dans n'importe quel milieu que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le milieu artistique, on est remarqué pour son bon travail. Ensuite, j'ai aussi été organisatrice d'événements. Et en fait, j'ai commencé à organiser un événement avec Richard. Et c'est Richard Pop de Marseille. Et c'est la même chose, c'est pareil. Richard, il voulait faire un petit event et on en a fait un truc grand. Ouais, colossal. Ouais. C'est devenu un événement incontournable dans les années 2012-14 quand on l'a fait. Du coup, tous les danseurs, beaucoup de danseurs, pas tous, mais beaucoup de danseurs sont venus, soit en guest, soit en jury, soit pour participer. Du coup, ça a fait parler de l'événement. Et souvent, on me disait que c'était très bien organisé, qu'il n'y avait rien à redire, que c'était à l'heure. Donc, je me suis aussi imposée en tant qu'organisatrice quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui dit les choses. On essayait de bien payer les gens quand ils venaient. On a toujours fait les choses correctement avec Richard. Et du coup, j'ai été connue par le milieu que tu dis, qui te donne la légitimité dans le hip-hop, qui est très important. Ils m'ont connue sur le terrain de l'organisatrice. Ouais. Et puis après, quand j'ai connu, je pense qu'ils ont un regard aussi, du coup, ils te connaissent. Donc, quand tu présentes un groupe, on regarde le travail que tu fais. Et puis là, le travail était, je pense, correct. Et c'est comme ça qu'on devient légitime dans le milieu du hip-hop. C'est en s'imposant soit dans le milieu des battles. Moi, je ne fais pas de battle. Ça aussi, c'est le côté un peu spécial que j'ai. C'est que moi, je ne fais jamais de battle. Mes élèves en font. On me voit très peu danser parce que je n'ai pas fait de carrière de danse. Je sais danser, évidemment, puisque je l'enseigne. Mais je préfère que ce soit les autres qui soient mis en avant plus que moi. Voilà. Et donc,
Et donc, du coup, cet outil, alors, que tu donnerais, justement, qui est transposable, en fait, dans le milieu entrepreneuriat, ça serait quoi? D'abord, je peux répondre à l'autre question. Vas-y. Tu disais comment on fait pour ça. Et je pense que dans le milieu hip-hop, on va dire, c'est vrai que c'est un milieu masculin. Je pense qu'il faut être soi-même. Il faut être droit. Il faut savoir avoir du caractère, mais être soi-même tranquille. Voilà. Je pense que dans le milieu hip-hop, quand on a envie de revendiquer quelque chose et qu'on y vient pour revendiquer quelque chose, ben on va se fighter parce que voilà, le milieu du hip-hop, c'est un milieu quand même qui est très masculin, dans l'énergie, ça rentre dedans. Je vais pas dire c'est la street, mais un peu quand même. Hein, voilà, les gens qui viennent dans le Mais milieu si, c'est hip-hop, la street. Hein. voilà, ils ont vraiment une énergie, voilà. Donc, il faut avoir du caractère pour répondre quand il faut répondre. Mais pour moi, j'ai juste revendiqué la danse. J'ai pas forcément voulu revendiquer autre chose. Et c'est l'alarme. D'accord, ok. Donc, clac. On va couper le son après. Ouais. Je ferai un montage, t'inquiète. Ah, c'était l'alarme. Hop, tu peux remettre. Tac. C'est ta pilule? Non, c'est l'alarme, c'est 4 heures, c'est ça? Non, c'est l'heure à laquelle mon fils sort du travail. C'est un bon tips. Et t'aurais, alors justement, dans ton apprentissage, donc pédagogique, parce que la question ultime, c'est est-ce que ta pédagogie est justement transportable, en fait, entre guillemets, dans le milieu de l'entrepreneuriat? Ok. Pour moi, ce que les femmes qui ont envie de monter des entreprises dans le milieu de l'entrepreneuriat pourraient s'inspirer, c'est que nous, les artistes, on est sans cesse en remise en question. C'est-à-dire que notre métier vient de l'inspiration. Si on n'a pas d'inspiration, on va répéter tous les ans la même chose. Un chorégraphe qui crée les mêmes pièces tous les ans, il devient moins intéressant. Nous, on a besoin de temps pour sentir les gens, pour s'inspirer. Donc, en fait, quand on travaille avec des collaborateurs, ce que je dirais, c'est va chercher chez ton collaborateur ce qu'il est. Et ne demande pas que du rendement ou, je ne sais pas, à faire tel travail tous les jours ou demander. Parce que la personne, elle se sent utile dès qu'on va chercher et comprendre qui elle est. Et moi, c'est vraiment ça ce que je fais dans ma péda. C'est que j'essaye de regarder les gens pour ce qu'ils sont et j'essaye de faire une pédagogie différenciée. C'est-à-dire que quand je coach des gens, par exemple, en freestyle, je ne vais pas donner les mêmes tips à elle, à lui ou à elle. Sachant, par exemple, que j'ai un élève qui m'a dit un jour, je ne sais pas comment t'expliquer, il voulait me remercier des années où on a passé ensemble et tout ça. C'est quelqu'un qui est plutôt en surpoids, quelqu'un qui n'a pas un physique de danseur traditionnel et qui est devenu danseur pro. Et qui danse derrière des artistes comme Adèle, etc. Et un jour, il m'a dit, tu sais, Sève, pourquoi, grâce à toi, j'ai réussi à faire tout ce que je fais là? C'est parce qu'un jour, tu m'as vu. C'est-à-dire que tes yeux m'ont vu. Et Tel qu'il était. Non, juste je l'ai vu. C'est-à-dire que je lui ai donné de l'importance parce que juste je l'ai regardé. Et jusqu'à présent, il était invisible parce que c'était quelqu'un qui était en surpoids et qui était dans la vie de tous les jours avec son école. Il avait peut-être des difficultés à l'école. Et moi, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu comme un gros, entre parenthèses. Je l'ai vu comme un petit qui avait énormément de flow. Et je lui ai dit, ton poids, ça ne sera pas un problème. Sois comme tu es. Sois comme tu es, danse avec qui tu es. Et avec ce que le bon Dieu t'a donné. Il t'a donné cette enveloppe corporelle. Il faut que tu aies la foi en toi. C'est ça, ça brille à l'intérieur. Et tu vas y arriver. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est son métier. Et voilà. Des cas comme ça, il y en a tous les jours. Je vous parle de lui parce que c'est le plus flagrant. Parce que c'est vrai que quand il est arrivé dans le cours de danse, on n'aurait pas dit qu'il allait avoir la carrière qu'il a aujourd'hui. Mais moi, je savais. En fait, il y a un feu en tout le monde, même dans l'entrepreneuriat. Nos collaborateurs, ce ne sont pas que des machines à produire du chiffre. C'est aussi des gens qui ont une flamme. Et il faut aller chercher cette flamme qu'ils ont. Et moi, c'est ma péda. Et si demain, je monte une entreprise pour fabriquer des iPhones ou des coques à iPhone, j'essayerai de demander à chaque personne qu'est-ce qu'il pense qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne mieux. Super, hein. Écoute... l'expérience que tu racontes du jeune homme que tu as accompagné, révélé, c'est bouleversant parce que ça change la trajectoire de vie, quoi. C'est ça. Après, c'est mon, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire. Le jour où il m'a dit, tu sais, Sève, un jour, tu m'as vu,
Et là, je me suis dit, je tiens quelque chose. C'est ces mots qui m'ont fait comprendre que j'avais quelque chose. Et souvent, les élèves disent, oui, comme par hasard, quand Séverine elle rentre dans le studio, les profs disent, ils sont tous modifiés. Ils sont différents. Et j'ai des élèves que j'ai depuis 10 ans, ils me disent, quand tu es là, ton regard est compliqué sur moi. Mais en fait, c'est juste parce que dans mon regard, il y a une intention derrière. Il n'y a pas que en faire des machines. Il y a aussi qu'ils soient alignés avec ce qu'ils font. Voilà. Ouais, super. Et justement, est-ce que tu as quelque chose, un exercice qui permet justement à chacun de pouvoir se révéler? Alors, le premier exercice que je fais, c'est la visualisation. D'accord. D'accord, je travaille beaucoup avec la visualisation parce qu'il me semble que quand on parle d'une expérience que les danseurs vont avoir plus tard, ils ne peuvent pas se projeter. Okay. Surtout, moi, je travaille avec beaucoup d'enfants et d'ados. J'ai pas trop de public adulte. Mes compétiteurs, ils ont entre 9 et on va dire, bon, maintenant, les grands, oui. Mais quand je les ai commencé avec eux, ils avaient entre 9 et 12 ans. Donc, des enfants qui... Moi, je sais ce qu'ils vont vivre, en fait. Mais du coup, il faut que je leur fais travailler la visualisation, mais la visualisation et le ressenti dans le corps. Juste pour essayer de leur donner, pour qu'ils comprennent qu'il va y avoir une certaine pression et que cette pression, elle est rien, en fait. D'accord. C'est l'esprit. Ok. Donc là, si on est toutes les deux là, tu nous donnerais quoi comme exercice à faire? Pour faire quoi? Ben justement. Pour gagner un battle demain? Ouais, allez. Je vous dirais que vous avez vraiment toutes vos chances de gagner. Un, parce que vous n'allez pas du tout faire partie du lot. Oui, ça c'est clair, oui. Et 2, vous allez sortir du lot, donc on va se servir de ça. Voilà. Ouais. Deux femmes qui arrivent, plus de 40 ans, qu'est-ce qu'elles font là? On ne sait même pas d'où elles sortent, on ne les connaît pas. Ça va être une force, parce que vous allez sortir du lot. Et même après, dans un game où tout le monde a Dans un game, ça veut dire dans le milieu des battles, quand tout le monde est connu, les meilleurs sont connus, c'est compliqué de sortir même là du lot des meilleurs. Donc, finalement, c'est mieux de partir de pas grand-chose. De rien. Voilà. Et surtout, je vous dirais, soyez vous-même et montrez qui vous êtes et éclatez-vous. Super. Voilà. Top. Prenez du bon temps et du plaisir. Donc ça, c'est ton premier tips, en tout cas. C'est celui que tu transmets, en fait, en règle générale. Même si quelqu'un veut être danseur pro, on sait que ça va être compliqué. Ils vont passer par des moments où ils vont avoir mal au corps. Il y a la concurrence. Donc, si on prend plus de plaisir à ça, ne faisons plus ça, faisons autre chose. Tout à fait. C'est aussi compliqué de réussir Sciences Po et d'autres grandes études. La danse, c'est compliqué aussi. C'est pas donné. Et aussi, accepter qu'on n'est pas tous faits pour ça. On n'est pas tous faits pour être danseur pro et on n'est pas tous faits pour être les meilleurs. Et on n'est pas tous faits pour être des artistes dans les meilleurs au monde, quoi. Oui, voilà. Et puis il y a de la place pour tout le monde. La trajectoire est très sinueuse, donc elle est peut-être pas gagnante au début. C'est pour ça que j'ai accepté ma place. Moi, je ne suis pas une danseuse pro et je ne gagnerai pas de battle, mais à ma place de directrice et coach, et transmetteuse, je me trouve super bien, quoi. Pourquoi vouloir faire un truc oui, je vais me ruiner la santé, je vais être pas contente, je vais pleurer, je vais me trouver nulle, je vais pas me voir bien, ça sert à rien. Donc il faut vraiment faire des choses dans lesquelles on s'épanouit. Naturellement, en fait. Naturellement, exactement. Qu'est-ce que ton naturel appelle? Qu'est-ce qui t'appelle dans ton naturel? Je sais pas dans quel sens le dire, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Exactement. Repartir à zéro. D'ailleurs, souvent quand je transmets... Enfin, à l'intérieur. À l'intérieur. Souvent, quand je commence à transmettre la danse, je leur demande juste de danser comme s'ils étaient en discothèque, on va dire. D'accord. Au plus ils sont forts en technique, au moins ils savent le faire. J'ai l'impression que même là, ils prennent plus plaisir à danser. Tu sais, juste danser sur la musique, lâcher, voilà. Et à un moment donné, ils sont tellement enfermés dans qu'est-ce que je peux faire comme mouvement, qu'est-ce que je peux pousser comme technique pour être bon, qu'ils oublient la base, c'est-à-dire prendre du plaisir à faire ça avec son corps, quoi. Voilà. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Le travail, il faut prendre plaisir à faire ce qu'on fait, à avoir des projets, à créer quelque chose, revenir au naturel de ce qu'on est, pas être contre nature ou faire quelque chose qui ne nous correspond pas dans le fond. Il faut super bien se connaître pour savoir vers quel terrain on va et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça l'idée. On crée une entreprise, mais qu'est-ce que moi je peux apporter à l'entreprise? Pas forcément quel chiffre je pourrais faire. Ah oui, ça fait gagner des sous, je vais le faire. Non, moi je pense que là déjà c'est pipé. Tu as une dernière question? Ouais, j'ai une dernière question. Une un peu pas prévue au programme.
toute façon, je ne les connaissais pas, les casquettes. Je les connaissais pas. Et voilà. Séverine, imagine, tu pars pour un long trajet en voiture avec quelqu'un et tu as, je sais pas, 4, 5 heures, 6 heures devant vous. Vous pouvez partir dans une grande discussion. Qui tu fais monter à côté de toi? Attention, ce qu'on disait dans notre précédent podcast, c'est une smart. Donc du coup, tu as 2 places, c'est-à-dire toi et la personne. Oui. C'est pas un cabriolet, tu vois, grand truc. Qui je fais monter avec moi? Ouais. Mais des gens connus ou je peux dire... Peu importe. Avec qui tu as envie de passer ce trajet et de quoi tu aurais envie de parler? J'ai envie de te dire mon fils, en espérant lui sortir les verres du nez pendant 6 heures, de savoir qui il est. Je trouve que c'est compliqué le rapport de maman aussi, c'est pour revenir à ça, parce qu'on est à la Fondation des femmes. Dans le métier qu'on a, nous, en tant que maman, c'est compliqué parce qu'il y a un moment donné où on est beaucoup dans notre passion. Et quand on a un enfant qui ne partage pas la même, c'est compliqué. Et mon fils, voilà, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de force, parce que voilà, c'est mon moteur de vie. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens avec qui j'échange. Je suis très ouverte. J'aime vraiment comprendre plein de choses. Et je trouve que l'adolescence, c'est compliqué. Donc, je dirais mon fils pour essayer de parler avec lui. Quel âge a ton fils? 18. Mais sinon, vraiment, dans le milieu professionnel, je sais pas, là, tu me prends de... Bah, c'est ton fils dans la voiture. Ben, c'est ton fils, voilà. C'est mon fils dans la ton fils voiture. dans la C'est ton voiture. fils dans la voiture. Ben, c'est déjà super. On Et on écoutera la l'embrasse. même musique aussi, ça va être bien. Et on l'embrasse, en tout cas, Ok, au merci. passage, comme ça. Eh bien, en tout cas, Séverine, je pense qu'on a fait le tour de ce cercle des meufs qui osent avec Séverine Guillot. Merci beaucoup. Vraiment, merci à toi, Sève. Tu as été, comme d'habitude, généreuse Merci. et tu nous as appris plein de petites choses. Et voilà, donc merci d'être venue, en tout cas. Merci les filles. Merci, à toi, Séverine. merci à toi. Bye bye. Bye bye.